Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous attaquons dans notre analyse critique, je dirais formelle, des aspects constitutionnels, la Constitution de 1958, le corps, le corps des articles en eux-mêmes, les différents titres qui sont dans la Constitution du 4 octobre 1958, révisée le 8 mars 2024. Beaucoup de citoyens, je pense, ignorent qu'elle a été révisée il y a encore peu de temps. À ce propos, Christian va donc nous faire une introduction de cette étude avant que nous replongions plus en détail dans les différents titres et les différents articles au gré le gré. Ils ne feront sans doute pas une étude exhaustive de tous les articles, puisqu'il y en a qui sont purement techniques. Christian, à toi la parole. Merci. Donc, introduction à la critique de la Constitution française. Alors, le 11 novembre 2022, c'est-à-dire il y a environ 1 an et demi, naissait le CRC, le Cercle du Renouvellement Constitutionnel, avec cette interrogation, enfin cette première réunion qui avait fait l'objet d'un premier enregistrement vidéo. Pourquoi faut-il renouveler la Constitution française? Et depuis lors, nous avons déroulé 70 séances qui ont donné lieu à 70 vidéos sur des thèmes différents, mais toujours centrés sur cet objet de renouvellement de la Constitution. Nous avons fait l'analyse critique objective de la DDHC, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous avons fait l'analyse critique objective du préambule de la Constitution de 1946, celui de la charte, celle de la charte de l'environnement, et puis plus récemment des fameux PFR-LRL, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et tout cela entrecoupé de respiration réflexive sur le concept même de loi. Alors, c'est la série Anthropologie de la loi, qui n'est pas terminée d'ailleurs, et sur sa sémantique afférente, les travaux du glossaire. Et bien donc, après ces préliminaires de 18 mois tout à fait nécessaires, et éclairant notre ouvrage méthodique et minutieux, nous voici donc arrivés aujourd'hui au point d'équilibre, sorte de barycentre de cet ensemble législatif qui nous gouverne, la Constitution du 4 octobre 1958, que je nommerai, pour plus de commodité, dans mes propos qui vont suivre, je la nommerai la C58. Alors, pendant ces 18 mois, nous avons vu que loin d'être un exercice rébarbatif ou un exercice ennuyeux, cette étude critique objective du droit constitutionnel, de notre droit constitutionnel, eh bien, constituait au contraire une aventure passionnante, excitante même, une sorte de plongée salutaire dans un bain de jouvence juridique, et qui nous a permis de mettre les doigts ou de mettre le nez dans le cœur du réacteur du vaisseau sociétal qui nous entraîne vers on ne sait où d'ailleurs, mais qui nous entraîne, en tout cas, quelque part. Et cela, non pas qui nous entraîne, mais mettre le nez, afin de mieux comprendre la nature des soumissions qui nous façonnent et des chaînes qui nous entravent. Pour débuter cette analyse critique de la Constitution française, la première question que nous avons à nous poser, c'est naturellement la suivante. Qu'est-ce qu'une Constitution? Alors, cette question peut paraître saugrenue, tant ce terme de Constitution semble relever du domaine commun. Toutefois, et malgré cette relative familiarité ou trivialité du terme, il semble peu probable qu'un nombre important de personnes qu'on interrogerait au hasard sur un trottoir, par exemple, soit en mesure de livrer une définition exacte et précise du terme Constitution, autrement qu'en faisant un vague raccourci et en exprimant avec des mots particuliers à chaque personne interrogée, mais des mots qui signifieraient au final que la Constitution est un texte juridique suprême, fixant les règles de base du grand chantier que sont
les relations des individus au sein d'une collectivité donnée. Eh bien, cette méconnaissance populaire de ce qu'est réellement une constitution et de son rôle exact dans l'organisation de la collectivité, à mon avis, cette méconnaissance tient à deux raisons principales. La première raison, c'est que le concept de constitution existe depuis très peu de temps. 230 ans très exactement pour ce qui concerne la France, puisque notre première constitution date du 3 septembre 1791. 230 ans pour la France, ou un peu plus ou un peu moins selon les nations, c'est effectivement très peu de temps en comparaison des 12 000 années qui nous séparent de la révolution néolithique et pendant lesquelles les différentes collectivités humaines ont assuré leur organisation et leur fonctionnement sans avoir recours à aucune norme écrite, à aucune constitution. 230 ans donc pour la première constitution française, qui n'est d'ailleurs pas la plus ancienne du monde, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, beaucoup de Français croient, puisque cette palme revient plutôt aux États-Unis, dont la Constitution date de 1787 et reste toujours en vigueur aujourd'hui, alors qu'en France, la Constitution a connu depuis 1791 pas moins de 15 versions successives, entrecoupées d'épisodes de restauration monarchique et d'intermèdes impériaux. Parallèlement à ce caractère de nouveauté historique, qui ne lui a pas encore permis, c'est mon analyse, de s'être profondément inscrit dans la mémoire collective des peuples, et qui explique en partie le fait que peu de gens savent donner une définition du terme de constitution, il faut remarquer que le fait constitutionnel souffre également d'un deuxième handicap, expliquant encore plus clairement cette ignorance populaire. Ce deuxième handicap, c'est que tout simplement la véritable définition du terme constitution n'existe nulle part. Nulle part, la preuve. Si nous cherchons dans le dictionnaire Larousse la définition du mot constitution, qu'est-ce que nous trouvons? Alors nous trouvons, comme souvent fait le Larousse lorsqu'il il est embêté pour donner une définition, qu'il ne sait pas quoi mettre, il va mettre une énumération d'une dizaine de définitions possibles. Alors, première définition du Larousse, action de constituer quelque chose. Exemple, la constitution d'un dossier. Deuxième définition, manière dont quelque chose est constitué, composé, établi. Ensemble des éléments qui le composent. Troisième définition, action, fait d'établir, fait de créer, d'organiser, de former quelque chose. Exemple, la constitution d'une société. Une SARL, une société anonyme par exemple, ou d'une association. Quatrième définition, ensemble des caractéristiques morphologiques, physiologiques et psychologiques d'un individu. Exemple, une bonne constitution, être en forme. Cinquième définition, acte de procédure dans un procès. Exemple, se constituer en partie civile. Sixième définition, affectation d'une somme à un usage déterminé. Exemple, rente, pension. Bon, alors là, on ne va pas trop. Enfin, si le Larousse le dit, ça doit être vrai. Septième définition, composante statique et invariable retenue par la typologie homéopathique. Oui. Et puis, neuvième, dixième, je ne sais plus, opération qui consiste à donner une définition d'un concept à partir d'un ou de plusieurs autres concepts. Voilà. Rien qui ressemble vraiment de près, ou alors d'un petit peu loin, à notre constitution, à notre C58. Alors, bien malin qui pourrait retrouver dans ce florilège du chantre lexical de langue française, Larousse, une proposition qui puisse s'adapter à notre recherche, sauf peut-être, en fait, la première suggestion,
action de constituer quelque chose. D'après le dictionnaire, la Constitution française serait guère plus que la constitution de quelque chose. Mais finalement, on n'est peut-être pas si loin de la vraie définition. Alors, une deuxième certitude qui vient nous frapper au début de notre entreprise d'analyse critique de la Constitution française, c'est cette deuxième certitude, c'est celle qu'il n'existe nulle part de règles rédactionnelles pour créer une constitution. Où est le mode d'emploi de la rédaction d'une constitution? Il n'existe pas. Une règle, au sens d'un cahier des charges, qui imposerait de traiter de tel ou tel terme, ou de tel ou tel thème, ou qui interdirait de traiter de tel autre thème. Bien plus. L'observation historique, l'observation de l'histoire, l'étude de l'histoire nous apprend qu'une constitution est toujours le produit juridictionnel d'un vainqueur politique ou militaire qui va la construire à sa guise, sans être contraint ni guidé par aucune force supérieure autre que la sienne, et éventuellement celle de son pronostic personnel dans le cas où le texte concerné serait soumis à une ratification élargie. Vous voyez à qui je pense? Notre ami Charles de Gaulle. Alors, à ce stade de notre propos, nous retiendrons donc le fait avéré qu'une constitution peut contenir n'importe quel type de règle pour peu que son rédacteur en ait décidé ainsi. Alors, je vais le répéter parce que, bon, j'en fais une espèce de maxime. Une constitution peut contenir n'importe quel type de règle pour peu que son rédacteur en ait décidé ainsi. Alors, de même, pour ce qui concerne mon analyse critique, lorsque ce sera moi qui la ferai, qui la fera, qui étudierai tel ou tel titre, je retiendrai pour seule vérité la stricte observation clinique de ce qui existe, à l'exclusion de toute autre idée particulière de ce qui pourrait être juste, plus vertueux, plus équitable, plus honnête, plus moral, ou même tout simplement logique. Je ne m'occuperai pas de tout cela. Parce que je pense qu'une constitution, une analyse critique de constitution, c'est ni plus ni moins que regarder ce qu'il y a dedans et pas ce qu'il devrait y avoir. Et ce qu'il y a dedans, certes, mais la constitution, on a vu, fait partie d'un tout immense, notamment en France, et qu'on nomme généralement le corpus législatif. Je ne parle pas du bloc constitutionnel, je parle de tout le corpus législatif, qui est constitué par l'ensemble des règles coercitives, on les évalue à 140 000, cet ensemble de règles que la société organisée de l'homo sapiens français, disons, devenu homo industrialis, a jugé nécessaire d'édicter afin de rendre possible, de rendre plus facile la vie en collectivité, c'est-à-dire de réglementer les relations des individus entre eux, d'une part, mais également de réglementer les relations des individus avec les représentants du pouvoir politique, d'autre part. Ces règles coercitives sont naturellement imposées par la violence légale, sanctionnées par la violence légale, qu'on nomme force de la loi, et ces règles coercitives prévoient toute une échelle de sanctions en cas de non-application par le citoyen, sanctions également appliquées par la force. Cet ensemble de règles coercitives toutefois n'est pas de niveau uniforme au sein du corpus législatif global, certains groupes de règles dominant sur d'autres groupes de règles. Et au sommet de cet échafaudage, dont j'ai dit qu'il se composait d'environ 140 000 règles, trône donc la Constitution, qui en principe ne doit pas et ne peut pas être contredit par aucune autre règle ou aucun autre groupe de règles. Alors, quelle est donc la spécificité de la Constitution au sein de ce maquis épais et touffu de règles coercitives? Quelle est donc la spécificité de cette Constitution, autre que celle de prévaloir sur toutes les autres règles non édictées en son sein? Est-ce que c'est ça, sa seule spécificité? Ce qui, si nous en tenions à cet unique distinguo, à cette unique spécificité, ne constituerait pas grand-chose, mais plutôt une prévalence arbitraire.
prévalence dont nous allons tenter de voir si elle est bien justifiée par une logique ou par un principe clair, ce qui, dans ce cas, pour le coup, l'exonérerait du soupçon de l'arbitraire. Ça va être l'une des lignes de conduite de notre étude. Mais alors, compte tenu de ces considérations liminaires, nous pourrions nous poser une question toute simple. Est-il vraiment nécessaire d'avoir une constitution et à côté un ensemble de lois ordinaires? Ne pourrait-on pas concevoir une société sans constitution et uniquement régulée par des lois, ou bien, au contraire, une société sans loi et régulée uniquement par une constitution? Alors, l'étude de cette alternative théorique que nous avons ici et là dans certaines réunions effleurées, qui n'est finalement pas si théorique que ça, va nous permettre en fait de mieux cerner la spécificité et le rôle qu'une constitution peut, doit, devrait jouer au sein de l'organisation sociétale globale. En effet, dans le premier cas d'école, c'est-à-dire une société ne disposant pas de constitution et uniquement régulée par des lois, on comprend tout de suite que l'édiction des règles coercitives ne va dépendre que du bon vouloir ponctuel de l'organe législateur, quel que soit cet organe d'ailleurs, démocratie directe ou semi-directe ou représentative, ou un homme seul, dans le cas de la dictature ou de la monarchie. Et ce cas de figure, il est bien connu de tous. L'histoire en regorge d'exemples. Par contre, pour ce qui concerne le deuxième cas d'école, celui d'une société sans loi et régulée uniquement par une constitution, là, nous sommes dans l'inconnu complet, puisque ce système n'a pas d'exemple historique avéré, tout au moins au niveau d'une communauté large et développée, c'est-à-dire une société complexe, on trouve ce genre d'organisation dans des tribus primitives. Mais hormis le fait qu'aucune collectivité n'a jamais choisi délibérément cette option, et nonobstant l'analyse des raisons politico-historiques susceptibles d'expliquer ce phénomène, rien ne semble objectivement pourtant s'opposer à la possibilité d'un tel choix, ni à la capacité d'une communauté d'organiser son exercice du pouvoir sur la base de ce type d'option. Type d'option concrètement, ça veut dire qu'il s'agirait ni plus ni moins que de se fonder sur une constitution énonçant un ensemble de principes suffisamment clairs et exhaustifs dans tous les grands domaines de l'activité humaine, et de laisser ensuite le soin à la justice, détentrice de fait du pouvoir exécutif, fusionnant le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, de trancher les litiges dont elle serait saisie au seul vu du respect ou pas de ces principes inscrits dans la Constitution. Et une Constitution donc tout entière fondée sur des principes, un principe, je le rappelle, étant une proposition précise, qui sert de base à un raisonnement et qui définit un mode d'action, une Constitution que nous pourrions ainsi qualifier de principielle, nous y voilà, et qui pourrait se dispenser de tout autre corpus législatif, une nation qui déciderait de l'adopter. Une nation qui déciderait d'adopter une constitution principielle pourrait se dispenser de toute autre forme de corpus législatif. Car, dans les faits, cette constitution principielle définirait un système logique dans lequel toute règle ou loi devrait respecter impérativement un principe. De la sorte, des principes logiques et clairs seraient énumérés, par exemple dans le préambule de la Constitution, pourquoi pas dans un premier titre intitulé Titre des principes, et plus loin des règles d'interprétation rigoureuses permettant de passer des principes aux éléments du domaine concerné, qui seraient énumérés dans les différents articles de la Constitution. Le système de cohabitation Constitution-loi ordinaire, qui est le nôtre, qui a été choisi par la démocratie représentative actuelle, plus exactement de l'oligocratie actuelle,
Ce système est présenté comme un système établissant une certaine séparation des pouvoirs et qui est censé garantir aux citoyens ordinaires, d'une part, que le législateur ne pourra pas faire ce qu'il veut, et d'autre part, que la justice exécutive sera soigneusement encadrée par une multitude de règles empêchant qu'elle fasse des actions arbitraires. Dans la réalité, malheureusement, et nous avons largement démontré, quand nous nous sommes livrés à l'analyse critique des annexes de la C58, je dis bien annexes, on y reviendra, que sont la DDHC et le préambule de la C46 et la Charte de l'environnement, cette dualité supposée vertueuse, nous avons démontré qu'elle n'était qu'une illusion. Et la raison principale de ce que nous pouvons dénommer l'illusion constitutionnelle, eh bien, la raison principale, elle est à rechercher dans le contenu même, non pas dans l'intentionnalité, mais elle est à rechercher dans le contenu même et le rédactionnel de tous ces textes constitutifs du fameux bloc constitutionnel et au premier chef, et nous allons le voir, la Constitution elle-même, c'est-à-dire ici, pour nous, à partir de demain, la C58. Alors avant de débuter l'analyse critique du texte de la C58, il convient de rappeler que les règles énoncées dans une constitution peuvent se classer en deux catégories, peuvent se ranger dans deux catégories différentes. Première catégorie, ce que j'appelais les règles de procédure, comme par exemple les modalités détaillées à l'extrême de dispositifs électoraux, ce que j'appelle la cuisine électorale, ou de l'ébénisterie législative. Et puis la deuxième catégorie, l'ébénisterie législative, c'est-à-dire comment doit-on faire les lois, de quelle façon est-ce qu'on construit une loi. Quelles règles on suit au niveau de la forme et non pas du fond, bien entendu. Deuxième catégorie, des règles de principe, par exemple, la garantie de la liberté d'expression. Voilà un principe. Par convention, une constitution dans laquelle les règles de procédure dominent par rapport aux règles de principe sera dénommée constitution procédurielle. Une constitution dans laquelle les règles de principe dominent par rapport aux règles des procédures sera dénommée une constitution principielle. Alors, tout en sachant que la prédominance d'un type de règle par rapport à l'autre peut être plus ou moins importante, ça nous amènera à déterminer si la C58 peut être jugée à dominante procédurielle ou bien à dominante principielle. Voilà que nous avançons de façon un peu plus précise dans un axe de force de notre analyse de la C58. Est-ce que nous sommes aujourd'hui soumis à une constitution à dominante procédurielle ou une constitution à dominante principielle? Ceci étant posé, il paraît évident que le bon équilibre entre ces deux dominantes, les procédures et les principes, au sein d'une même constitution, est un élément de bonne démocratie pour un système politique. Oui, c'est un élément de garantie de bonne démocratie. Pourquoi? Parce que que pourrions-nous penser d'un système qui adopterait une constitution très fortement procédurielle, par exemple, et qui réduirait à presque rien, voire même à néant, les dispositions principielles? Et inversement, que pourrions-nous penser d'une constitution qui ne s'occuperait que de décrire par le menu les procédures des différentes élections, de l'organisation du pouvoir exécutif et de l'élaboration de la loi et du règlement, et de rien d'autre? Eh bien, une telle constitution autoriserait de fait les maîtres du pouvoir du moment, les détenteurs d'une majorité temporaire, à imposer n'importe quel type de coercition aux citoyens ordinaires, n'importe quelle atteinte à la liberté fondamentale, sans être limité par aucun principe supérieur à ne pas franchir. En d'autres termes, la loi n'aurait pas de borne constitutionnelle et les maîtres du moment ponctuel pourraient alors autoriser ou interdire tout ce que bon leur chanterait.
Cette vision d'horreur n'est naturellement pas le cas de la C58, puisque nous savons très bien que la C58 impose à nos dirigeants de n'édicter que des lois compatibles avec les dispositions constitutionnelles et que ce contrôle est assuré par un organisme ad hoc, le Conseil constitutionnel, chargé de vérifier la bonne conformité des lois avec les principes énoncés dans la Constitution. Oui, mais, supposons un instant, toujours dans le cadre d'une simple hypothèse d'école purement théorique, supposons que certains principes énoncés dans la Constitution elle-même ne soient pas de vrais principes. C'est-à-dire qu'ils aient en fait l'air de principes, mais qu'ils n'en soient pas vraiment. Un peu à l'image du Canada Dry, qui a la couleur de l'alcool, le goût de l'alcool, mais qui n'est pas de l'alcool. Eh bien, cette constitution-là, constitution issue d'une simple hypothèse d'école purement théorique, eh bien, cette constitution-là, elle énoncerait alors des phrases couleur de principe, ayant le goût de principe, mais qui ne seraient pas vraiment des principes. Et du même coup, ces simili-principes, utilisant des techniques rédactionnelles trompeuses et fallacieuses, permettraient alors de rendre valide tout type de règles coercitives qui, ces règles coercitives, qui auraient été invalidées si le principe avait été correctement rédigé. Eh bien, trêve de plaisanterie, cette hypothèse, dont j'ai imaginé qu'elle pouvait être imaginaire, eh bien, c'est la réalité. C'est la réalité et nous l'avons montré, démontré, stigmatisé par nos précédents audits des trois annexes que sont la DDHC, la C46, le préambule de la C46 et la Charte de l'environnement. Alors, audit. Je dis bien audit, et j'emploie ce terme à dessein pour définir notre démarche critique, car cette démarche critique, elle est bien en tout point comparable à un audit dont la définition est une expertise professionnelle effectuée par un agent compétent et indépendant sur le règlement intérieur d'une entité donnée, dans l'objectif annoncé d'aboutir à un jugement par rapport à certaines normes. Définition d'un audit. Et qui s'applique au travail que nous faisons sur les textes constitutionnels. Mais alors, on va peut-être me poser les questions suivantes. Mais parler des normes, vous parlez de normes, mais quelles normes allez-vous utiliser? Et les normes que vous allez utiliser sont-elles des normes objectives? Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une norme? Bien. Alors une norme, ça vient du latin norma, équerre, règle. Une norme, ça désigne un ensemble de caractéristiques décrivant un objet, un être. Ça peut être un être qui peut être virtuel ou non. Tout ce qui rentre dans le cadre d'une norme est considéré comme normal, et tout ce qui s'en échappe est considéré comme anormal. Les normes présentent toutes le même objectif élémentaire qui consiste à fixer des principes ou des critères acceptés et à fournir une base fiable permettant aux gens de partager les mêmes attentes autour d'un produit ou d'un service. Bon, une fois qu'on a défini ce que c'est qu'une norme, peut-on dire si une norme va être objective? Est-il possible une norme peut-elle être objective? Alors, en réalité, la raison d'être d'une norme, ça n'est pas l'objectivité. Parce que la norme, ça n'est qu'un outil clair d'utilisation au service d'une valeur qui, elle, est forcément par définition subjective. C'est donc la valeur qui crée la norme et pas l'inverse. Alors, ça c'est très important parce que cette inversion de sens est précisément l'une des caractéristiques les plus remarquables de la tyrannie qui précisément a pour habitude d'ériger la norme en termes de valeur. Donc, reprenons. La valeur est subjective. Ce n'est pas contestable. En ce sens qu'elle est une conception, implicite ou explicite,
de l'estimable, du désirable, propre à un individu ou à un groupe d'individus, à une nation, par exemple. Le problème qui nous occupe, qui doit nous occuper, le problème qui occupe l'énoncé, sera donc de déterminer une valeur fondamentale attachée à la Constitution, valeur de laquelle découleront une ou plusieurs normes permettant d'évaluer si la Constitution étudiée respecte bien cette valeur fondamentale. Or, nous venons de dire qu'une valeur était une conception implicite ou explicite, une conception de l'estimable, du désirable, une conception propre à un individu ou à un groupe. Alors, quelle est donc, qui pourrait donc être la valeur fondamentale, ainsi définie, que nous pourrions attacher à la Constitution? Quelle pourrait donc être cette valeur propre à un groupe, c'est-à-dire à l'ensemble des citoyens d'une nation, qui serait de nature à rendre estimable au plus haut point la Constitution aux yeux du peuple? Quelle serait cette valeur? Alors, rappelons que j'ai bien précisé que mon étude ne porterait pas sur le fond, mais sur la forme. Ce qui m'amène à reformuler la question d'une façon encore un peu plus précise. Quelle pourrait être la valeur formelle ou la qualité principale qu'un peuple est en droit d'attendre d'un texte qui pose le fondement des règles coercitives auxquelles lui va être soumis? Eh bien, je pose comme hypothèse que cette valeur fondamentale formelle, c'est la rigueur. La rigueur. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord parce que la loi est rigoureuse par essence et qu'elle s'applique par le biais de la violence légale sur le citoyen administré et qu'elle s'applique avec toute la rigueur que nous savons. Il est donc d'une simple logique, d'un simple raisonnement logique imparable, que la rigueur législative soit identique à la rigueur exécutive. En effet, quelle que soit l'opinion personnelle que tel ou tel citoyen peut avoir sur le bien fondé de telle ou telle règle coercitive, la compréhension de l'énoncé de la règle doit être limpide en tout état de cause et ne pas prêter à interprétation multiple, au risque de conférer à l'exécutif le pouvoir discrétionnaire d'en faire lui-même sa propre lecture, voire relecture, quand ça devient de la jurisprudence. Et cette technique a un nom, c'est l'arbitraire, et elle a une application, c'est la tyrannie. Je partirai donc du principe que la nécessité de rigueur rédactionnelle du texte constitutionnel est une valeur fondamentale partagée par tous les citoyens, et je baserai toute mon étude critique sur ce présupposé. Ce parti pris sera ma seule concession à la subjectivité, et je comprendrai très bien de ce fait que tous ceux qui considèrent qu'il est de peu d'importance que les différents articles de la Constitution soient énoncés de façon rigoureuse, je comprendrai très bien que tout cela se désintéresse de ce que je vais dire et s'en aille vaquer ailleurs à d'autres occupations. La valeur de rigueur étant donc ainsi posée en termes de ligne directrice de cet audit, de la C58, il me reste maintenant à déterminer les normes qui vont permettre d'évaluer le niveau de rigueur, selon l'équation que j'ai posée un petit peu plus haut, qui vont permettre d'évaluer le niveau de rigueur de tel ou tel article de la Constitution, de la noter en conséquence, avec pour objectif final d'aboutir à une appréciation globale de l'ensemble de la Constitution, obtenue en faisant tout simplement la moyenne de chacun des articles étudiés, ou tout au moins de chacun des articles qui auront été notés. Alors, pour mener à bien cet audit, je me baserai sur donc deux normes, sur deux critères d'évaluation objectifs, qui sont la précision et la cohérence. La précision, c'est bien une norme objective, mais elle est souvent confondue avec une norme voisine qui s'appelle la clarté. La clarté, c'est en effet sensiblement distinct de la précision,
en ce sens que la clarté d'une disposition n'emporte pas forcément sa précision, à savoir que nous pouvons très bien comprendre la formulation de l'article et ne pas pouvoir déterminer avec précision son champ d'application. Dans ce cas-là, nous dirons que l'article est clair, mais pas précis. Exemple, l'article 1 de la Constitution. On anticipe un peu là. La France, qui dit « La France est une république indivisible, laïque ». Alors, j'allais faire un lapsus, j'allais dire « La France est une république invisible ». Non, c'est écrit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Alors, cet article est clair, parce que sa formulation et sa syntaxe nous permet de comprendre parfaitement la phrase. Par contre, il n'est pas précis. Parce que nous ne connaissons pas la signification exacte de l'adjectif démocratique, ni celle de l'adjectif social, et qui n'est nulle part défini d'ailleurs dans les 89 articles qui suivent. Inversement, la précision d'une disposition ne s'accompagne pas toujours de sa clarté. En effet, il existe un certain nombre d'articles qui emploient des mots très précis, c'est-à-dire des mots dont la signification est bien connue de tous et ne comporte aucune ambiguïté, mais qui agencent ces mots les uns à côté des autres dans le cadre d'une syntaxe spécieuse ou qui se révèle spécieuse, rendant ainsi incompréhensible le sens global de la phrase. Exemple, l'article 4 de la DDHC. L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Cet article est naturellement archi connu et il emploie des termes précis et connus, mais le sens global de la phrase est abscon. La preuve, c'est que lorsque vous demandez, lors d'une séance d'atelier constitutionnel, par exemple, à un participant néophyte, de vous expliquer le sens de cette phrase, il est généralement très embarrassé et ne s'en sort souvent qu'en recréant une autre phrase du genre « La liberté d'un membre de la société s'arrête là où commence celle de son voisin », phrase qui n'est d'ailleurs pas plus claire que la précédente. Il n'en reste pas moins que la clarté et la précision, c'est vrai, sont des normes très approchantes et c'est pourquoi il convient de les regrouper ensemble. La norme qui domine sur les deux étant naturellement la précision, car elle témoigne sans conteste de la rigueur d'une disposition législative, mais il n'empêche que sa notation sera encore plus favorable si elle allie la clarté à la précision. La deuxième norme d'appréciation de la rigueur constitutionnelle, c'est la cohérence. Sachant que cette norme comporte deux aspects, la cohérence interne et la cohérence externe. Le contrôle de cohérence interne, c'est un contrôle qui s'attache à vérifier que le rédactionnel d'un article ne comporte pas une incohérence entre une partie de sa phrase et une autre partie de phrase inclus dans le même article. Le contrôle de cohérence externe, lui, s'attache à vérifier que certaines propositions de phrases contenues dans un article donné ne sont pas incohérentes avec d'autres propositions contenues dans d'autres articles différents du même texte. La C58, en l'occurrence. Alors, du point de vue de la cohérence, l'affaire se complique parfois sensiblement lorsque on constate que certaines propositions de phrases constitutionnelles sont incohérentes, c'est-à-dire encore plus clairement contradictoires avec des articles de loi, c'est-à-dire des règles coercitives de niveau inférieur à la Constitution. Alors nous toucherons là au problème très sensible de la constitutionnalité des lois, donc de ce qu'on nomme le contrôle de constitutionnalité. Contrôle qui est effectué par une instance que j'ai déjà citée, le Conseil constitutionnel, mais auquel il faudra, je propose de consacrer spécialement une émission. Ce contrôle de cohérence externe, lorsqu'il concerne les cohérences des règles constitutionnelles avec les lois, décrets et règlements arrêtés, c'est-à-dire avec les règles constituant l'ensemble des 74 codes juridiques,
ce contrôle de cohérence externe ne rentre pas à proprement parler dans le cadre spécifique de l'audit constitutionnel tel que je l'ai défini, mais j'en profiterai quand même à chaque fois pour relever tous ces types d'incohérences quand ils me sembleront directement favorisés par un défaut de rigueur de telle ou telle partie de la Constitution, de tel ou tel article. Ce qui amènera forcément à chaque fois à abaisser la notation de la Constitution pour cette même raison. Enfin, pour terminer avec cette présentation méthodologique, je tiens à préciser le sens profond du terme qui peut surprendre, du terme d'audit employé pour qualifier cette analyse critique de la 1658. Parce qu'en effet, l'État lui-même réalise assez souvent des audits auprès de ses différents services, mais ces audits sont commandés en interne, ce qui signifie que c'est l'État qui se contrôle lui-même. Idem d'ailleurs pour le Conseil constitutionnel, dont nous avons déjà parlé. Conseil constitutionnel qui est composé d'individus clés du sérail dirigeant et qui, par conséquent, contrôle ses pairs. Le Conseil constitutionnel contrôle ses pairs. Il s'agit donc d'un contrôle en famille entre individus appartenant à une même élite. Alors, par comparaison, je dirais par opposition, pourrions-nous imaginer que l'administration fiscale, par exemple, accepte que le contrôle des comptes d'une entreprise, d'une PME, soit réalisé par des salariés de cette même entreprise, au lieu d'être obligatoirement effectué par un agent extérieur, un commissaire aux comptes. Eh bien, on est bien obligé de constater que cette latitude que l'État refuse aux citoyens, c'est-à-dire contrôler ses comptes par un salarié, eh bien l'État se l'accorde à lui-même, ce qui, on en conviendra, est particulièrement contradictoire, pour ne pas dire plus. Mais pour ce qui concerne les textes législatifs, et en premier lieu la Constitution, existe-t-il un contrôle citoyen permettant de déterminer si les dispositions qu'elle contient sont bien conformes à des normes préétablies, à l'image des contrôles fiscaux des entreprises qui ont pour objectif de vérifier si les comptes présentés respectent bien les normes précises et établies par la DGI. En allant encore un peu plus loin, nous pourrions même nous demander si un citoyen ordinaire possède le droit en termes juridiques et pourquoi pas même en termes pénals, pourrait posséder le droit de porter un regard critique sur la Constitution. Eh bien, ce droit, nous l'octroyons aujourd'hui, ici, au cercle de renouvellement constitutionnel. Nous octroyons ce droit d'engager cet audit constitutionnel. Droit qui pourrait très bien d'ailleurs nous être contesté au regard des restrictions de plus en plus nombreuses apportées depuis quelque temps à la liberté d'expression la plus élémentaire, et au motif pourquoi pas d'atteinte à la sûreté de l'État, ou, plus récemment, d'outrage. Or, il existe pourtant dans la Constitution un article, l'article 15 de la DDHC, qui dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article qui, certes, ne mérite, et on l'a vu, qu'une notation médiocre en termes de précision, mais qui, pour peu que nous reprenions à nos propres comptes à notre propre compte les techniques réinterprétatives des maîtres du pouvoir, pourrait signifier que tout citoyen est fondé à interpeller l'État sur le sens de la Constitution elle-même. Alors certes, on pourrait nous objecter que les citoyens l'ont déjà approuvé, cette Constitution. Et ils l'ont déjà approuvée le 28 septembre 1958 lorsqu'ils ont été appelés à un référendum. Et qui donc ne sont plus fondés aujourd'hui à apporter la moindre critique. Mais nous laisserons à tous les citoyens responsables et éclairés le soin de juger de la valeur de cette objection.
De fait, cette audit constitutionnelle que nous entreprenons, eh bien, n'est commandée par aucune instance étatique. Cet audit est issu de la seule initiative citoyenne et il vient combler un véritable vide juridique démocratique. Ce vide s'appelle celui du contrôle citoyen sur les agissements de la représentation. Mais nous verrons que ce vide juridique, on peut même dire cet abîme juridique, il est néanmoins courant dans la rédaction même du corpus juridique constitutionnel français, au point que des concepts aussi lourds que ceux de démocratie, république, justice, sociale ou service public sont énoncés en tant qu'axiomes flottants, mais ne font pas l'objet de définitions rigoureuses, ce qui permet au pouvoir décisionnaire du moment de leur donner la signification qui convient dans chaque cas d'espèce et à chaque moment opportun. Nous anticipons là sur l'analyse qui va suivre, mais on commence à donner déjà des fenêtres d'éclairage. Il en va de même pour l'énumération des attributions qui, tant pour le pouvoir central, notamment par l'intermédiaire des articles 34 et 37 de la C58, que pour le pouvoir territorial, notamment par l'article L 21-22 du Code général des collectivités territoriales, qui ne permet pas de déterminer avec précision que tel pouvoir peut faire ou ne pas faire, tendant ainsi à supposer que tous peuvent en réalité tout faire. Nous continuons à anticiper. Mais, n'anticipons pas trop. Je vais terminer simplement cette présentation en indiquant que le parti pris d'objectivité formelle de cet audit nous permettra de déterminer notamment si, de par sa conception rédactionnelle, la Constitution est un outil de domination d'un groupe restreint sur le plus grand nombre, ou bien si au contraire, c'est un outil mis à la disposition du peuple pour exprimer sa volonté. Une dernière chose enfin. Je pense qu'après avoir achevé l'analyse critique de la C58 quand nous l'aurons fait, il nous faudra revenir sur un point qui me semble avoir été insuffisamment étudié par nous. Je veux parler de la valeur constitutionnelle de la DDHC et du préambule de 1946. Valeur constitutionnelle qui n'a pas été juridiquement établie de manière indiscutable. Nos récentes analyses en profondeur des PFRLR entrent en plein dans ce débat. Alors, donc, celle-ci et d'autres analyses précédentes l'ont évoqué, mais ce sujet n'a pas été réellement traité à fond et compte tenu de son importance du point de vue de l'état de droit, je souhaite que nous le menions à bien après avoir fini l'étude de la C58. Je vous remercie. Merci Christian. Bon. Un chez préambule. J'ajouterai ça dans les... Alors, la présentation que tu nous as faite me surprend un peu, Christian, hein, pour dire, je vais réagir en premier. Puisqu'en fait, elle anticipe, mais du coup, on va peut-être changer notre planning en conséquence, sur tout un tas de questions qu'on avait prévues, qui sont inscrites au programme. Qu'est-ce qu'une constitution ? De la possibilité de rédiger un texte légal de manière non ambiguë. Contenu d'une constitution. Que doit et ne doit pas contenir une constitution. Fond, niveau de détail, etc. Service public, quelle forme de rédaction pour une constitution, etc. etc. Hein, quelle méthode bon, ça, mais donc ça, ce sont des éléments qui sont inscrits dans notre programme. Et donc je pense que le discours que tu as fait aujourd'hui s'inscrit plutôt dans, donc on peut le laisser évidemment, mais il s'inscrit plutôt dans ce débat, qu'est-ce qu'une constitution et comment la rédiger, voilà, quels sont les critères qualitatifs, quantitatifs peut-être aussi, que l'on pourrait lui appliquer. Et donc, moi je suggérerais de bouleverser notre planning pour justement mettre, puisqu'on introduit cela, qu'est-ce qu'une constitution, allons-y dedans et pouvoir réagir
tout à chacun sur ce que nous pensons être une constitution. C'est un premier élément qui me semble important. Deuxième chose, alors tu as dit que la constitution des États-Unis d'Amérique était la constitution la plus récente. Alors là, je m'inscris en faux, là j'ai fait quelques recherches. Il y a une constitution. La plus ancienne. La plus récente. La plus ancienne, pardon. Constitution suédoise de 1720. Constitution, alors là j'ai même un graphique des constitutions les plus. Alors, je vais vous les présenter peut-être à l'écran. Oui, moi j'ai pensé à la constitution corse. Voilà. Oui, Corse, effectivement. Bon. Également. Donc les plus anciennes, là il faut remonter à Saint-Marin en 1600, voire au Royaume-Uni en 1215. Mais je dirais, nous avons également une constitution, je dirais, qui est considérée par certains comme la plus ancienne, qui est une constitution orale, mais qui était en Afrique, dans le royaume du Mali, qui était transmise de manière orale, mais qui comportait pourtant donc un ensemble. J'ai noté qu'il y avait un certain nombre de principes, justement, de préambule, et alors je ne retrouve plus où c'était exactement, mais il y avait des parties également, des 7 chapitres. Alors voilà. La charte se compose d'un préambule et de 7 chapitres. Donc on voit que cette notion de constitution, elle est quand même peut-être un petit peu plus éloignée, un peu plus ancienne que ce que le capitalisme a mis en place, sachant que le capitalisme quasiment a besoin d'une constitution. Je pense que ça c'est important et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra que l'on mette dans qu'est-ce qu'une constitution et pourquoi ça devient si important, même s'il y a des exceptions et non des moindres, puisqu'il y a notamment le Royaume-Uni qui n'a pas de constitution formelle, hein, qui est un ensemble de jurisprudence, mais qui en tiennent le lieu en définitive. Ça c'était une deuxième chose. La troisième chose, c'est sur ces notions de valeur et la valeur que tu as posée comme premier. Alors, je fais référence là, tu as déjà fait une vidéo qui reprenait les éléments que tu as donnés. Donc, qu'est-ce qu'une constitution? Une vidéo à laquelle j'avais posté le 5 avril 2021. J'avais posté un commentaire détaillé sur cette vidéo et auquel tu n'avais pas répondu à l'époque. Bon. Voilà. Et donc, dans laquelle, justement, je m'inscrivais un petit peu, je ne veux pas dire en faux par rapport à ce principe de rigueur que tu posais, mais, et donc tu en déclinais 2 normes objectives à satisfaire, la précision avec accessoirement la clarté et la cohérence. La rigueur ne me semblant pas un principe, je dirais, une valeur en tant que telle, parce que c'est une valeur qui, en tant que valeur, hein, me semble très évanescent. Rigueur, qu'est-ce que ça veut dire, rigueur en tant que valeur? J'avoue que je n'arrive pas à le cerner. Et j'avais plutôt proposé de mettre plutôt la logique comme valeur première. La logique et avec 2 normes objectives qui en découleraient. Donc, l'exactitude correspond bien à la logique, la logique et la cohérence. Et dès lors, la précision et la régularité étant dès lors plus des propriétés, des axes qualitatifs que l'on peut appliquer. Mais je dirais que je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui sur ce sujet, puisque voilà, je pense qu'on va changer le planning pour justement introduire ce débat et je répondrai de façon plus détaillée sur ces éléments. Voilà. Donc on change le programme. Pas le programme, mais le planning du CRC. Je vous ferai une proposition. Jean-Charles.
Écoutez, moi je suis très satisfait de l'exposé de Christian. Intellectuellement, il est très satisfaisant, très honnête, et très rigoureux, justement. Je suis satisfait. Juste la petite remarque sur la constitution la plus ancienne n'a que peu d'intérêt par rapport au reste de l'exposé, mais enfin bon. Ben non, moi je trouve pas vraiment intéressant de savoir si la Constitution et les constitutions sont laquelle est la plus ancienne. Voilà, mais enfin. En ces temps d'américanocentrisme, si tu veux, ça me semble tout à fait important. C'est pas Oui, vrai. oui, d'accord, non, mais en soi, mais par rapport à l'exposé lui-même, ce n'est pas vraiment un point vraiment important. Mais bon, c'est vrai que pour la connaissance générale, c'est toujours bien d'explorer ce point qui est malgré tout mineur par rapport à l'exposé, de savoir ce qu'est une constitution, comment elle doit être techniquement exposée, déroulée, etc. Donc moi, j'étais satisfait de plein de choses. Évidemment, on a des points d'achoppement. Tu viens d'en parler, Luc, sur la valeur fondamentale qui serait la rigueur. Mais enfin, pourquoi n'y en aurait-il qu'une seule? Voilà, bon, mais c'est vrai que mettre au centre des exigences pour avoir une constitution digne de l'ambition auquel elle doit répondre, mettre un certain nombre de bornes. Hein, donc là, tu proposes la logique. Christian privilégie la rigueur, mais pourquoi faire une hiérarchie parmi les quelques valeurs et encore, est-ce que ce sont des valeurs? Voilà, il y a tout un déroulé où on chicane entre, on passe d'un audit à des normes, ensuite à des valeurs, etc. C'est au niveau des termes, eux-mêmes sont difficilement on ne sait pas dans quel sens ils doivent s'emboîter pour être sûr qu'on est en train de parler d'une valeur, pour être sûr qu'on est en train de parler d'une norme. Et chaque cerveau trie les terminologies et le sens de chacun des mots dans des ordres à ce niveau-là de précision. C'est toujours un peu difficile. On voit même que même une norme, là j'ai noté, est aussi un outil d'utilisation. Enfin, il y a vraiment beaucoup de terminologie, de mots qui s'emboîtent et on s'y perd parfois, ou en tout cas il faut faire œuvre d'une grande clarté d'esprit pour savoir où on en est dans l'argumentaire et le déroulé de ces choses-là. Mais enfin, on comprend bien qu'au bout du compte, on doit s'astreindre à de la rigueur, effectivement de la logique, etc. Moi, j'invite effectivement à ce qu'on explore les uns les autres en toute sincérité, en toute honnêteté, les valeurs, enfin les pierres d'achoppement qui doivent participer, ces briques fondamentales qui doivent participer du montage et de l'édification d'une constitution. Donc, le fait je reconnais bien Christian dans son appétence à tirer le propos sur le formel et j'apprécie cette posture parce qu'il l'a fait de façon claire, il a bien séparé le fond de la forme et effectivement le sujet le sujet essentiel quand on doit commenter une constitution doit d'abord s'attacher effectivement à la forme. Là, je rejoins tout à fait Christian de cet effort qu'on doit faire intellectuellement pour ne voir que la forme et rien que la forme et éloigner le jugement, le fond, la morale et toutes ces choses-là qui sont évidemment contenues sous-jacentes dans ce qu'exprime une constitution. Par contre, il y a un endroit charnière où, par rapport à cet argumentaire donnant la priorité à l'exigence formelle, c'est lorsque Christian dit qu'une valeur est subjective par définition. Et là, c'est un endroit charnière, à mon avis, de la démonstration, encore une fois très satisfaisante de Christian.
Et cet endroit charnière mérite peut-être quelques précisions, mais moi personnellement, j'en suis d'accord. Voilà. Voilà, sauf à réviser mon avis sur toutes ces choses-là c'est quand même un exposé massif, encore une fois. Voilà. Je vais m'arrêter là sur le commentaire et laisser la parole à Christian. Un exposé massif, effectivement. Oui. Surtout par rapport à la Constitution de 1958, donc il est quand même assez peu question. Voilà, c'est une petite pique. Gratuite. Gentil. Ton micro, Christian. Allez, Christian, conclue. Alors, cet exposé n'avait pas l'ambition, j'entends tout parler de modification de quoi modification du programme, cet exposé n'a pas l'ambition, ambition, son objectif, c'était pas de déclencher une envie de modification du programme, bien au contraire. Je pense qu'il faut suivre le programme parce que, d'une part, notre cœur de métier, c'est l'analyse constitutionnelle et qu'on n'a pas encore attaqué au bout de 18 mois le vrai centre, hein, qui est la Constitution de 58. Et d'autre part, il a été construit parce qu'il y avait un certain nombre de choses que j'avais envie de dire, pas pour le plaisir de les dire, mais qui me sont venues, et je pense que vous êtes tous les deux dans ce cas-là, au fur et à mesure de nos réunions hebdomadaires, des choses viennent à l'esprit qui commencent à s'empiler de façon anarchique comme une énumération, et puis ensuite qu'on arrive à restructurer à l'intérieur de quelque chose de plus organisé et qui entoure en fait les différentes facettes de notre travail. Voilà, ça n'avait pas d'autre objectif d'ambition que cela. Également, je l'ai dit aussi au début, des choses qui me paraissaient importantes à répéter, voilà, et qui avaient été dites, bien sûr, beaucoup de choses que j'ai ramassées ici dans un seul exposé avaient été dites de façon éparpillée dans d'autres, et je pensais qu'il était peut-être intéressant de les réunir à ce propos. Concernant la subjectivité, le moment charnière dont parle Jean Chart, justement, il a anticipé, parce que je voulais m'expliquer là-dessus. Je parle de la subjectivité du choix. Je ne dis pas que la valeur rigueur, c'est une valeur subjective, c'est une valeur complètement objective. Je dis que le choix de dire nous allons prendre cette valeur comme valeur fondamentale de la Constitution, c'est un choix subjectif, parce qu'on peut faire un autre choix. Alors, la preuve, c'est que Luc suggère une autre valeur. Il dit la logique. Bon. Et je reviens à cette espèce d'équation d'empilement mathématique dont Jean-Charles dit que c'est un petit peu flou, un petit peu compliqué. Alors, c'est flou quand on l'énonce comme ça, voilà. Mais peut-être qu'en y revenant dessus très rapidement, ça va se préciser. J'ai dit, c'est la valeur qui crée la norme, c'est pas la norme qui crée la valeur. Bon, alors on a l'impression que c'est Hegel qui dit ça, ou Guy Debord, je sais pas, voilà, avec des phrases qu'on peut retourner. Mais en fait, c'est toute la problématique du droit constitutionnel. Et lorsque je dis que justement, les maîtres du pouvoir actuellement font l'inverse, enfin sont spécialistes de l'inverse, c'est-à-dire que eux, c'est la norme qui crée la valeur. Bon, on ne va pas aller plus loin, mais ça pourrait faire l'objet d'une émission. La norme crée la valeur au lieu de la valeur crée la norme. Bon. Mais mon raisonnement à moi, c'est de dire c'est la valeur qui crée la norme. La valeur, on l'a choisie de façon subjective, c'est-à-dire je prends cette valeur-là. Alors, Luc dit, moi je prends la logique, très bien, moi je prends la rigueur. Alors là, il y a un débat assez intéressant, c'est un autre paradoxe, c'est-à-dire, enfin un autre polémique, pardon,
si la Constitution, si le rédactionnel de la Constitution doit être jugé en fonction d'une valeur, quelle doit être cette valeur? Est-ce que la valeur logique, c'est quelque chose qui va être signifiant, être parlant lorsqu'on étudie la Constitution, ou est-ce que la valeur rigueur est plus parlante? Alors là, je pense qu'il faut arrêter le débat théorique à ce niveau-là. Ce qui serait intéressant, c'est de faire des exercices pratiques. C'est-à-dire de regarder chaque article de la Constitution en l'analysant à l'aune de la logique et en l'analysant à l'aune de la rigueur et voir un peu ce que ça donne. Voilà. Alors, bon, c'est ce travail que j'ai fait, moi, et je pense que la rigueur est plus intéressante. Mais voilà. Voilà le sens. Alors, ensuite, cette déclinaison valeur-norme. La valeur, c'est toujours le référentiel. Est-ce que cet article est rigoureux? C'est un prérequis qui est subjectif. On y va, j'ai décidé que c'était comme ça. Et j'ai décidé parce que je pense que... décidé. Voilà. Là aussi, je justifie ma décision. Je pense que le peuple français... il attend d'une constitution qu'elle soit rigoureuse. Bon, là, c'est un débat. Voilà. Et puis, pour juger de cette rigueur, je ne vais pas simplement dire, je lis une phrase et puis je dis, oh oui, c'est rigoureux, c'est pas rigoureux. Non, je crée des normes. Et les normes, elles sont au nombre de 3, la clarté, la précision, la cohérence. Donc, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si obscur que ça. La clarté, la précision, la cohérence sont des outils qui permettent d'évaluer à quel niveau de rigueur on est, soit au niveau 0, soit au niveau 20 sur 20. Oui, là, et le commentaire que je faisais, pourquoi ne choisir qu'une seule valeur, telle qu'on en discute, et se focaliser sur la rigueur, et ne pas intégrer ou juxtaposer ou mettre à côté la logique au même niveau, ou bien même peut-être incrémenter la logique dans l'outil, aux côtés de précision, clarté, cohérence, et dire aussi si c'est la logique, enfin l'élément logique de quelque chose, d'un élément, d'un critère exposé, d'une norme, répond aussi à la valeur, à la rigueur, pardon. C'est-à-dire intégrer et faire un combo en y accueillant la logique. Voilà. C'est un débat. Je pense qu'on ne va pas évacuer le débat. Non, non. On est rentré dans le débat en plein dedans. Qu'est-ce qu'une constitution? On va l'avoir, ce débat. Et moi, je vais changer le planning. Moi, j'ai envie d'avoir ce débat-là, puisqu'il est introduit. Il est introduit. J'ai déjà produit un texte en 2021 à ce sujet-là, et où j'ai mis, moi, plutôt la logique. Oui. Et la logique, ça veut dire le logos. Ça veut dire la raison comme principe premier. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à la place de... donc je pense que là, on a un principe fort, opposé, je dirais, au divin, par exemple, pour être un autre principe. On est d'accord, on est vraiment à ce niveau-là. Et moi, je pense que c'est un débat j'ai rien contre la rigueur en tant que telle. Je ne pense pas que c'est une valeur en tant que telle. Je pense que c'est quelque chose d'un peu flou, comme un peu à géométrie variable. C'est pour ça que je souhaite qu'on débatte réellement de cette question-là, mais pas aujourd'hui, évidemment, puisque nous sommes déjà à plus d'une heure, près d'une heure et quart d'émission. Ah oui, complètement. Alors, moi, je pense que... Bon, on ne va pas entrer dans le débat. Je pense que... Non, n'entamons pas le débat. Non, mais le débat sur la logique et la rigueur, déjà, on peut placer ce débat au niveau, je dirais, méta, parce que tu me dis ça. Ah oui, mais on est carrément dans les débats ouverts. C'est de dire, indépendamment de leur affectation en tant que valeur à l'étude critique, l'analyse critique de la Constitution, est-ce que ces deux notions sont voisines, cousines? Est-ce qu'elles sont opposées? Est-ce qu'elles ont des porosités? Voilà. Bon, déjà à ce niveau méta, on peut déjà en parler, sans savoir quelles applications. Et ensuite, une fois qu'on a... Alors, cette première étape va nous permettre de faire un portrait robot, enfin avec toutes les caractéristiques de la valeur ou de la notion de logique et de la notion de rigueur, et de voir laquelle s'adapte mieux à... Voilà.
Donc sont oui, pas oui, oui, forcément oui, tout à fait, contradictoires. tout à Je fait pense que d'accord. moi, qu'elles s'organisent différemment. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Oui, non, mais là, on est déjà dans le débat. Donc, ce que je veux dire, c'est Voilà. que, OK pour le débat, On OK reste pour le là. débat. Ce débat doit, me semble-t-il, être à deux niveaux. Le premier niveau, méta, où on a une mise en perspective de ces deux notions de façon totalement théorique et dématérialisée par rapport à l'utilité qu'elles peuvent avoir dans telle ou telle entreprise. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors faire les exercices que je vais proposer, c'est-à-dire prendre des articles précis et voir les étudier avec la valeur logique, hein, et les étudier avec la valeur rigueur, bon, et voir ce que ça donne. Ça pourrait être intéressant Ah aussi. oui, 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 oui. Mais dans un deuxième temps, là, pour le coup. Oui, les deux niveaux. Oui. Ok, je propose qu'on en reste là. Hein, j'ai 1h10 maintenant. Merci, messieurs. Merci.